Hello Marceline et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu? Salut Aline, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va super bien, je suis hyper contente d'être là. Bah écoute, moi aussi, d'autant plus que je suis ravie à l'idée de te découvrir. On a échangé un tout petit peu sur LinkedIn slash Instagram en rebondissant sur des posts, mais au final, je ne te connais pas vraiment, donc j'ai hâte de te découvrir. Si tu devais te présenter à quelqu'un en 3 bullet points, lesquels ce seraient? Alors, je suis coach santé pour les entrepreneurs. Je suis spécialisée dans la mise en place de routines efficaces, réalistes, qui tiennent pour de bon. C'est ça le vrai sujet. J'ai vécu 7 années en Amérique du Nord, entre le Canada, le Mexique, les États-Unis. Et donc, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait outre-Atlantique pour mes coachings afin de proposer des accompagnements toujours plus complets et efficaces pour mes clients. Et puis, je suis aussi passionnée d'innovation alimentaire, notamment tout ce qui se fait aux États-Unis avec toute la vague d'aliments fonctionnels, better for you et cetera. Donc pareil, je m'inspire un petit peu de tout ça, le wellness, la food, c'est un petit peu, les sujets qui m'animent. J'adore, j'ai hâte d'aller creuser plus loin, mais pour commencer directement à mettre les mains à la pâte, je t'ai préparé, et ça t'étais pas au courant, 5 questions en mode rapid fire où vraiment l'idée c'est que tu me répondes du tac au tac de manière courte et concise. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. OK. La première question c'est est-ce que tu es plutôt café noir ou matcha latte? Flat white, Flat white. À quelle heure précisément est-ce que tu prends ta dernière tasse pour ne pas perturber ton sommeil? 11h midi. Ça marche. Deuxième question, quel est le hack santé le plus improbable qui fonctionne vraiment mais que personne ne croit quand tu en parles? S'exposer à la lumière naturelle le matin. Il y en a de plus en plus qui y croient, mais c'est vraiment sous-coté. Troisième question, le mythe de biohacking le plus répandu qui te fait lever les yeux au ciel quand tu l'entends? Il faut absolument, avoir toute une batterie de compléments alimentaires pour, être en bonne santé. Quatrième question, si tu ne pouvais garder qu'un seul outil de mesure pour traquer ta santé, lequel choisirais-tu? Mon nombre d'heures de sommeil. Et dernière question, est-ce qu'il y a un moment récent dans ton business, dans ta pratique, où ton énergie était au top, où tu cartonnais? Quelle était ta routine à ce moment-là? La routine, c'était un petit déj protéiné et un entraînement de résistance avec des poids. Et là, personne peut me battre. Trop bien. J'adore parce que ça plante littéralement le décor, donc j'ai hâte d'aller creuser tout ça. J'aimerais qu'on plonge déjà dans la définition des mots. On a parlé de biohacking, qui est un mot parfois méconnu, parfois mal interprété, parfois juste inconnu. Qu'est-ce que c'est concrètement? Donc ouais, le biohacking, c'est un mot qui peut faire un peu peur, c'est anglophone et c'est un mot un peu bête et méchant. Enfin, ma définition en tout cas, ça rassemble un petit peu toutes les actions de prévention qu'on peut mettre en place pour préserver sa santé et sa longévité en fait. C'est qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour mieux manger, mieux bouger, mieux récupérer, mieux dormir, qui va faire que je vais me sentir bien et je vais pouvoir vivre une vie saine sur de longues années en fait. Donc le biohacking, c'est vraiment rien de très compliqué en fait. C'est juste voilà, des actions de prévention pour prendre soin de soi. C'est comme ça que je le définirais. Et du coup, est-ce que, parce que tu nous décris depuis tout à l'heure, effectivement, ces actions de prévention qu'on connaît tous, on les applique chacun ou pas d'ailleurs, mais du coup, qu'est-ce qui a fait qu'il y a ce mot biohacking qui s'est développé? Est-ce que c'est juste un effet de mode slash un effet marketing ou est-ce que ça va un petit peu plus loin que ça? C'est sûr que, avec les réseaux sociaux et cetera et puis, beaucoup de contenus qui viennent des États-Unis, le biohacking, il est un petit peu, sur toutes les bouches, notamment, par exemple, des influenceurs ou des créateurs de contenu comme Yomi Denzel, par exemple. Ils en parlent beaucoup avec leur routine biohacking et c'est vrai que c'est un terme qui peut être un peu excitant en mode: «Ouah, je vais me reprendre en main et tout». Il y a des gens qui se reconnaissent beaucoup dans le côté suroptimisation, c'est-à-dire que je suis déjà en bonne santé, comment est-ce que je peux aller chercher le 1 plus loin avec, des prises de sang vachement plus complètes, des compléments alimentaires, des routines qui sont, tu sais, avec des lumières rouges, et cetera. Donc il y a des gens pour qui ça marche très bien ça et puis c'est aussi, coûteux, hein, d'être vraiment dans cet aspect-là du biohacking où on va chercher vraiment la suroptimisation. Mais ça peut aussi rester sur des choses très simples pour les gens un petit peu, voilà, qui veulent pas s'embêter avec ce micromanagement de leur santé et qui veulent juste, en fait, devenir meilleurs que la veille en mangeant mieux, en dormant mieux et voilà, je pense qu'il y a un petit peu de tout et il faut s'approprier la définition en fonction de ce qui fait le plus de sens pour nous. Je suis assez d'accord. Je t'avoue que pour moi, la définition, je voyais vraiment les conseils de prendre soin de soi, d'alimentation, de sommeil, et cetera. On en parlera après, comme on va dire le basique. Et pour moi, la dimension de biohacking, c'était de comprendre comment fonctionnait sa santé parce que bah, ta santé à toi, la mienne, vont être légèrement différentes en fonction bah, de là où on vit, de notre routine, De de génétique. notre ADN aussi, notre génétique bien sûr. Et que du coup, c'était je comprends comment je fonctionne à titre individuel pour mieux optimiser ma santé. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui
me passionne. Alors, je suis une grande débutante, dans le domaine, mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Mais j'aime beaucoup ton idée de dire aussi, on relativise, on n'est pas là pour jouer, les robots ou pour se lancer dans des processus, où maintenant il faut même hacker notre santé en plus de hacker tout le reste dans nos business et de se dire: «Voilà, chacun voit midi à sa porte et trouve la définition qui lui convient». Et je me permets de rebondir sur ça, Bah, tu es là pour ça. si tu me permets. Il y a aussi, Brian Johnson, tu en as peut-être entendu parler. Voilà, c'est, ce milliardaire qui a revendu sa boîte aux États-Unis et qui maintenant dédie ses millions à prendre soin de lui et son but, en fait, c'est d'être l'humain qui vit le plus longtemps, en fait. Mais c'est lui qui a eu une procédure chirurgicale qui a complètement foiré récemment, non? Ah oui, Qui je voulait devenir immortel, il avait tout son visage, Ouais, déformé. ouais, ouais. Alors ça, des fois, ça peut être aussi, les répercussions de procédures qui se fait et ça va dégonfler, tu vois? Mais il y a lui aussi, en fait, qui influence beaucoup. C'est-à-dire que le biohacking, il y a aussi pour certaines personnes, ça fait peur parce qu'on se dit: «Mais est-ce que c'est ça le biohacking? Ressembler à un vampire comme ça, un gars qui prend plus le soleil, qui mange en déficit calorique extrême, qui, s'entraîne, à fond tous les jours?» Il y a ça aussi, il y a cette partie du biohacking, alors qui est vraiment très extrême, hein, mais ça a été aussi, je pense, beaucoup relayé sur ça. Il est très présent sur les réseaux et ça c'est fascinant, en fait. Ça fascine dans le bon sens du terme comme dans le côté un peu plus, flippant, quoi. On va essayer de rester pratique dans cet épisode de podcast, parce que je n'oublie pas, déjà, moi, ce qui m'intéresse à titre perso, parce que je veux pas devenir un vampire et il est hors de question que je me prive du soleil. Et aussi, bah, pour l'audience qui, comme toi, comme moi, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, mais on n'oublie pas ces messieurs aussi. Mais souvent, on est tous entrepreneurs, on a une vie de famille, on a une vie perso, on aime se faire plaisir aussi, au quotidien, on aime la bonne bouffe. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler, optimiser notre santé pour pouvoir être, mieux dans notre corps? Mais il y a aussi une notion, je trouve, dans le biohacking de performance qui me parle beaucoup parce que dans le business, on a envie d'avoir une meilleure énergie ou une énergie plus linéaire, sur la journée. Donc, on va essayer de concentrer tous nos conseils au-dessus de ça. Ma première question pour toi, c'est si tu devais choisir un seul levier biologique à optimiser en priorité, en mode: «Faut commencer par là, sinon tout le reste qu'on peut faire ne servira à rien», ce serait lequel et pourquoi? Alors vraiment, il y en a plusieurs. C'est dur de choisir, mais je te dirais, Choisis, Marceline. je choisis, c'est l'heure du choix. Je pense le sommeil. Ah, trop bien. Pourquoi? Parce que j'avais un client entrepreneur qui faisait tout bien. C'est-à-dire qu'on avait revu son alimentation, il faisait beaucoup de sport et cetera. Son sommeil était bien, jusqu'à un moment où l'un de ses enfants en bas âge a, complètement perturbé les nuits pendant plusieurs semaines et là, il était au bout du Rolls, en fait. Et donc en fait, il avait beau bien manger, faire du sport, mais en fait, si le sommeil, ça suit pas, tout le reste se casse la figure et sa clarté mentale en a pris un coup, sa capacité à prendre des bonnes décisions aussi et même il a vu que son business commençait un petit peu à en pâtir. C'est-à-dire qu'il était moins impliqué, moins volontaire, moins dynamique, alors que c'est sa boîte, hein. Mais il s'est rendu compte que vraiment, tu as beau tout bien faire, si le sommeil ça suit pas, ça vient clairement mettre des bâtons dans les roues. Donc vraiment, je dirais le sommeil, c'est les entrepreneurs, voilà, c'est, «Je dormirai quand je serai mort». Non, c'est plutôt le manque de sommeil qui risque de précipiter un peu plus l'heure où tu nous dis bye bye. Donc c'est vraiment un des leviers. Faut vraiment prendre très au sérieux le sommeil. Le sommeil qu'on perd, il est jamais rattrapé. Donc c'est pas je dors, 5-6 heures par nuit toute la semaine, je me rattraperai le week-end. C'est pas possible. C'est pas possible, ça c'est Matthew Walker qui le disait, le pape, du sommeil qui avait, écrit le livre notamment Why We Sleep, que je recommande à tout le monde, qui disait voilà: «Le sommeil perdu n'est jamais rattrapé». Donc faut absolument faire, du sommeil, son levier principal pour sa santé. Du coup, est-ce que ce serait un mythe? On parle souvent de dette de sommeil qu'on cherche à rattraper et cetera. C'est une vraie chose ou ça n'existe pas et qu'en fait tout sommeil perdu est perdu? Non, c'est vraiment perdu et en plus, on voit qu'il y a vraiment des dommages qui sont faits au niveau du cerveau. C'est-à-dire que le sommeil, on a besoin d'avoir notamment dans nos nuits des phases de sommeil profond. C'est des phases qui durent, pas très longtemps, c'est en général 2 heures et demie par nuit pour chacun et en fait, quand on bénéficie pas de ces phases de sommeil profond, il y a des dommages vraiment qui sont faits, au niveau de la consolidation de la mémoire, de la créativité, tout ça en fait, ces phases de sommeil profond, c'est ça qui régénère le corps, l'esprit, les tissus, le cerveau et si on n'a pas ce sommeil-là, bah, on n'arrive pas à prendre des bonnes décisions. Donc c'est vraiment des dommages aussi, d'un point de vue physiologique qui sont un petit peu irréversibles, quoi. Donc c'est il faut pas rigoler, ouais.
Là, tu es en train de me mettre la pression. Moi, du coup, je suis une grande fan de traquer un petit peu mon sommeil et cetera. J'en parle régulièrement sur ce podcast que je porte la Oura Ring depuis 3 ans maintenant et effectivement, je remarque que mon sommeil, c'est quand même assez en dents de scie. En me levant le matin, j'ai l'impression de bien dormir, de bien avoir dormi. Je veux dire, je suis restée dans le lit pendant, 8 heures. Par contre, en fait, à chaque fois que j'analyse mon sommeil, je vois que j'ai des périodes de réveil parfois de 15-20 minutes dont je me souviens pas du tout et je vois aussi que la quantité de sommeil profond est très faible. C'est-à-dire que je suis très loin des 2 heures et demie, je suis plutôt aux alentours de 45 minutes, 1 heure et cetera. Pourtant, je ne me souviens pas de ce qui se passe pendant la nuit. J'ai pas la sensation de me réveiller, ni de mal dormir, ni autre, mais j'entends ce que tu me dis. Si tu avais 2 ou 3 conseils qui seraient les premiers, on va dire, pas à mettre en place ou habitudes à mettre en place pour améliorer sa quantité de sommeil profond, ce serait quoi? Tu peux m'utiliser comme cobaye, c'est fait exprès. C'est très intéressé de ma part, mais l'idée, c'est que ça serve aussi à toute l'audience. Alors déjà, un petit conseil pour toutes les personnes qui portent des objets de tracking, et cetera. Moi, personnellement, pour être honnête, j'en porte pas. J'en ai pas. En fait, on peut vite tomber dans le micromanagement. C'est-à-dire que toi, tu vas t'écouter, tu vas être à l'écoute de ton corps et tu vas dire: «Ah aujourd'hui, enfin ce matin, je me sens réveillée, j'ai l'impression d'avoir bien dormi». Et là, en fait, ta bague ou ton bracelet Whoop, et cetera, va te dire: «Bah non, en fait, l'app te montre que, finalement, t'as pas si bien dormi que ça», et cetera. Et donc en fait, ça peut créer quand même une anxiété en mode: «Ah ben là, ma bague me dit que j'ai pas bien dormi et que je devrais y aller mollo aujourd'hui parce que j'ai pas bien récupéré. Sauf que moi, je me sens bien, mais du coup, je vais quand même faire confiance à l'objet». Et c'est là où, en fait, c'est quand même important de garder son libre arbitre en mode: «OK, c'est quand même à prendre, pas avec des pincettes, mais quand même garder un peu le contrôle». C'est-à-dire que si tu penses avoir bien dormi et d'être, réveillée, fraîche et prête à déchirer la journée, bah, fais-toi confiance, en fait. C'est toi quand même qui te connais le mieux. Et pour en arriver sur les conseils, déjà, moi, un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé que je ne savais pas, voilà, c'était vraiment de d'arrêter le café en après-midi. Note me en train de boire un café à 14h17 pendant qu'on enregistre. Tout va bien. C'est bien, Lyd, c'est bien. C'est un podcast filmé en plus, donc on verra le café. Ouais et bah, c'est le dernier, mais il est entamé, je vais pas le gaspiller. It's fine, it's fine. Bah, tu vois, hier, j'ai fait l'erreur. Enfin, j'ai fait l'erreur. Je savais, en pleine conscience, j'ai pris un café vers 17h. Je me suis pas endormie avant 2h du matin, en fait. Parce que la caféine, en fait, elle a une durée de vie qui est assez longue, en fait. Et alors, ça dépend des sensibilités de chacun. Mais en fait, la caféine, c'est pas ça qui ça va pas te réveiller. Donc, les gens qui disent ouais, mais non, moi, le café, ça me réveille pas. Le café, ça réveille pas, mais la caféine, en fait, ça vient justement couper les phases de sommeil profond qui sont si cruciales, dont on parlait juste avant. Et donc, en fait, tu vas pas te réveiller, mais tu auras pas à bénéficier de tout le sommeil qui régénère, en fait, le corps et qui fait que le lendemain, t'es frais. Tu vois, si tes phases de sommeil profond sont un petit peu coupées par la caféine, le lendemain, tu vas te réveiller un peu groggy et tu vas dire: «Oh, j'ai du mal à me réveiller» parce que, bah, tu es fatigué, tu pas eu ta phase de sommeil profond. Et donc qu'est-ce que tu vas faire? Première chose, dès que tu vas te lever, tu vas prendre un café et en fait, ça entretient un cercle vicieux. Donc c'est pour ça, la caféine, si on peut l'enlever, enfin l'arrêter vers, voilà, midi max. Je sais qu'il y a souvent des gens qui prennent du café, après le repas, le lunch, et cetera. À voir, en fait, ça dépend de chacun, faut faire des tests aussi. Moi, je suis très partisane de ça. Faites des tests et regardez ce qui fonctionne pour vous. C'est vrai que moi, personnellement, ça m'a énormément aidée. Autre chose pour préserver son sommeil, c'est tous les électroniques, tout ce qui est du terme du divertissement, ça doit rester hors de la chambre. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est très fort pour faire des associations. Donc en fait, si on regarde la télé dans la chambre, si on a son téléphone dans la chambre, le cerveau va associer chambre égale divertissement. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que le cerveau associe chambre égale sommeil. Donc, it's fine, voilà, d'être sur les écrans, mais en dehors de la chambre. La chambre, c'est vraiment, voilà, des mots fléchés, du sudoku, de la lecture, mais on veut vraiment être au calme. Et un truc aussi qu'on n'entend pas souvent, c'est pour les personnes qui ont tendance à se réveiller la nuit et qui, pendant plus de 20 minutes, tournent et tournent et tournent dans le lit, sortez de la chambre. Encore une fois, une question d'association du cerveau. Si vous êtes réveillé pendant plus de 20 minutes, le cerveau va finir par associer chambre égale réveil. Nous, c'est ce qu'on veut pas. Donc, c'est mieux de sortir de la chambre, se mettre une toute petite lumière, faire un puzzle ou lire quelque chose. On ne veut pas évidemment utiliser d'écran, mais en fait, on veut sortir de la chambre jusqu'à ce qu'on retombe dans cet état un petit peu d'endormissement où on est fatigué pour reprendre le prochain train du sommeil et après retourner se coucher dans la chambre pour que de nouveau le cerveau associe
chambre égale sommeil. Donc voilà, ça, c'est des petits tips Trop vraiment bien. super intéressants et j'en ai peut-être un dernier en bonus. Tout ce qui va être, consommation de féculents, on dit tout le temps, «Oui, mais manger des féculents le soir, ça fait grossir» et cetera. Le corps, il s'en fout que tu manges des pâtes à 20h, 19h ou à, 12:00, tu vois? Mais ça, libère du tryptophane, en fait, qui est une hormone qui va faciliter la production de mélatonine. Donc ça va aider, la mélatonine, pour ceux qui savent pas, c'est l'hormone de l'endormissement et donc voilà, tout ce qui va être un petit peu féculent, amidon et cetera, ça va faciliter, en fait, toute la production de ces petits procédés chimiques et ça va aussi nous aider à nous endormir. Il s'agit pas de se manger une énorme plâtrée de bolognaise, mais ça peut aider d'avoir un Ah petit bah peu de zut féculents, le alors! soir. Ah mince! C'est hyper intéressant. Alors je me permets de creuser, là, à titre juste, pur intérêt personnel. Tu parles du coup de la sécrétion de tryptophane qui, elle-même, aide la mélatonine à être plus active et à aider à l'endormissement. Moi, j'avais souvent associé endormissement et consommation de glucides avec le fameux pic d'insuline qui avait avec le petit crash après qu'on connaît parfois vers, 13-14 heures après le repas. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est des choses totalement différentes ou pas? Là, c'est une bonne question que tu me poses. Mais ce qui est sûr, je pense, à vérifier, là je celle-là je la botte en touche, mais selon moi, ce serait lié à la même chose, en fait. Voilà, mais voilà, en toute transparence, celle-là je la botte en touche parce que j'ai pas fait, voilà, le rapprochement, mais oui, ça expliquerait beaucoup de choses, en tout cas. Mais c'est hyper intéressant parce que j'avais jamais entendu l'association tryptophane-mélatonine, donc bon à savoir du coup, manger un petit peu de féculents le soir, c'est aussi bon pour l'endormissement. Ouais, exactement. Je retiens ça et toute la génération précédente de: «Il faut pas manger de féculents le soir, il faut manger très léger le soir», Ah là là, mais on pourrait faire un podcast juste avec. les idées reçues. C'est fou parce que je me faisais la réflexion l'autre jour, mais à titre purement personnel, de me dire tous les croyances que ma mère, en l'occurrence, parce que c'est surtout elle qui gérait les repas à la maison, m'a transmises, qui aujourd'hui sont démontrées d'être complètement fausses. Mais à l'époque, on y croyait dur comme fer. Et donc, je me dis, c'est intéressant de voir aussi, comme avec bah, les découvertes scientifiques, progression, les effets de mode aussi, il y a des choses qui évoluent quand même très très vite. Ouais, ah c'est clair. Ok, j'ai une question très pratico-pratique, parce que je t'ai dit, mon objectif, c'est qu'on rende aussi ce podcast le plus actionnable possible pour l'audience. C'est ce que j'adore. Imagine un cas purement fictif, toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé ne serait que purement fortuite, d'une cliente entrepreneur qui se lève à 5 heures du mat, travaille jusqu'à 22 heures, mange sur le pouce et dit qu'elle n'a pas le temps pour sa santé. Quelles seraient, toi, les micro-habitudes que tu lui proposerais qui prennent moins de 5 minutes, mais qui auraient un impact maximal sur sa santé, son énergie, son niveau de productivité? Déjà, première chose, alors ça prend moins de 5 minutes à commander, mais c'est un certain investissement, ce serait d'acheter un bureau assis debout, par exemple, avec un tapis de marche en dessous. C'est possible d'acheter aussi juste le tapis de marche, hein, il y a pas besoin forcément d'avoir le bureau, assis debout, mais disons que pour travailler, c'est plus facile. Ça va permettre d'accumuler les pas et pour les personnes qui sont, très sédentaires et qui restent beaucoup, sur l'écran toute la journée, ça va être une manière, en fait, de continuer à bouger, en fait. Et d'un point de vue scientifique, c'est très cool aussi parce que ça entraîne le cerveau à être sur plusieurs tâches en même temps. Il faut qu'il se concentre à marcher, à garder l'équilibre, mais en même temps, il est concentré sur d'autres tâches. Tout ce qui peut être les appels, enregistrer ce podcast-là, on pourrait le faire en marchant. Tu vois, ça pourrait être super intéressant. Alors non, je t'interromps parce que les gens à qui j'ai déjà fait des vocaux sur WhatsApp le savent, je suis essoufflée quand je parle en marchant. Même quand je marche dans la rue, même tranquillement, tu as l'impression que je suis en train de courir un marathon. Donc pour le bien des auditeurs de ce podcast, je suis bien assise sur ma chaise. Bon à savoir. Mais en fait, ça permet quand on n'a pas le temps de se bloquer 30-45 minutes pour une séance de sport, ça fait partie de tout ce qu'on appelle le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est toute l'activité physique non intentionnelle. C'est-à-dire, je vais jouer avec mon environnement pour faire en sorte que je bouge sans forcément me bloquer du temps qui m'est précieux pour faire mes diverses tâches, etc. Et donc notamment, beaucoup de mes clients ont acheté des tapis de marche en fait, dans mes recommandations et tout de suite en fait, ben, voilà, c'était, du ça pouvait aller du 7 000 pas par jour jusqu'à 15 000 en fait parce que déjà ils passaient tous leurs appels. Par exemple, j'en ai un, voilà, tous les mardis matins, c'est, son appel avec son associé, ça dure 2-3 heures. Bon, bah, c'est déjà 7 000 pas qui sont faits et puis le soir aussi pour se détendre, une petite série Netflix, toujours en train de marcher en fait. Donc quand on n'a pas le temps de faire une séance de sport,
c'est déjà ça de prix. Ça peut être aussi marcher, pour se rendre d'un point A à un point B aussi, faire des tâches ménagères. Donc aussi, je dirais quelqu'un qui n'a pas le temps, qui a, un emploi du temps très chargé comme ça, c'est ne pas négliger les pauses. En fait, les pauses, on a l'impression que c'est, du temps de perdu alors que c'est un vrai investissement. Ce que je conseille à mes clients en général, c'est de faire des pauses actives. Tu te mets un timer toutes les heures par exemple, tu bloques un petit, 3-4 minutes, c'est vraiment rien, hein, et tu vas en profiter pour faire, 10 squats, 10 pompes, des montées de genoux et cetera. Et ça paraît anodin, mais déjà, c'est 3-4 minutes, quand tu vas retourner à ton poste de travail, tu vas être frais, tu vas être fraîche, tu fluidifies la circulation sanguine, tu coupes des écrans un petit peu et d'un point de vue aussi physique, si tu fais ça toute la journée, donc chaque heure ou chaque heure et demie, hein, ça dépend, mais accumulé en fait, bah, ça te fait, peut-être, 30 minutes d'exercice en fait, où tu as pas eu besoin de te changer, tu as pas transpiré, tu as pas chamboulé tout ton planning pour, faire du sport et cetera et en plus ça permet niveau productivité, créativité, tu sais, si ce que je dis toujours, c'est que le corps nous envoie toujours des signaux quand il est fatigué. Tu vois? Au bout d'un moment, quand ça fait un moment que tu travailles sur une tâche, tu commences à trifouiller des trucs sur ton bureau, à lire 3 fois la même phrase: «Tiens, je mangerais bien un truc. Tiens, j'ai envie de faire pipi. Tiens, j'ai mal au dos». Tout ça, en fait, c'est des signaux que ton corps t'envoie pour te dire: «Il est temps de prendre une pause». En fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les rythmes ultradiens, en fait et ça suppose que chaque 90 minutes environ, on atteint notre pic de productivité et qu'à partir de ces 90 minutes, passé ces 90 minutes, le corps n'est plus aussi productif et c'est là où, en fait, on a une accumulation de débris métaboliques cellulaires qui se créent, on a du stress, de l'inflammation, de la fatigue qui s'accumulent et c'est là où on n'est plus du tout productif et donc là, quand tu as ces petits signaux qui arrivent, donc faut être bien à l'écoute, faut pas être têtu, hein, parce que souvent c'est: «Ouais, mais je suis dans le flow, je peux pas m'arrêter». Ouais, puis c'est subtil en fait comme signaux que tu nous livres parce que là, je me dis effectivement le juste, être en position méta pour repérer les micro-distractions, j'ai tendance à regarder un peu plus mon téléphone. Pour certaines personnes, c'est juste du pur quotidien et d'associer ça à un signal de son cerveau ou de son corps qu'il est temps de faire une pause, moi, je l'aurais jamais compris, quoi. Donc heureusement, merci que tu nous le dis. Non, vraiment, faut être super, super à l'écoute, donc ça permet déjà de prendre un petit peu de recul par rapport à son travail et je pense qu'on l'a tous vécu, hein, c'est quand on commence à être un peu plus distrait, quand on, tu vois, on commence à gigoter, tu vois, c'est subtil, hein, mais en fait, souvent ça arrive en plus un peu aux mêmes horaires. Moi, j'avais une cliente qui me disait: «Tout le temps vers 16 heures, je commence à décrocher». Je fais: «Bah, très bien, à 16 heures, tu coupes, t'en fais ton nouveau rituel. Je coupe, je vais faire 5-10 minutes d'exercice, monter les escaliers et cetera et le but, c'est pendant justement cette petite pause, faire quelque chose qui nécessite pas le cerveau. Tu vois, on dit souvent: «Ah, j'ai mes meilleures idées sous la douche, quand je vais courir» et cetera. C'est normal, en fait, parce que tu laisses ton cerveau souffler. Et en fait, lui qui était concentré sur la tâche pendant 1 heure et demie, voire même 2 heures, voire plus, en fait, tu aurais pu avoir des supers idées pendant cette période, mais en fait, tu as dit à ton cerveau: «On reste concentré, tout le reste, ça m'intéresse pas». Donc en fait, toutes ces idées, en fait, ça bounce back. Quand tu coupes et que tu prends un peu de recul, tu décroches de l'écran, ah ben, comme par magie, les idées, elles arrivent parce que enfin, ça y est, tu laisses ton cerveau, se reposer. Donc moi, ce que je conseille, c'est soit, voilà, faire un peu de sport, un peu d'activité physique pour, tu vois, t'étirer, redynamiser un petit peu le corps, casser un petit peu la sédentarité. Ça peut être un exercice, de respiration, ça peut même être méditer pendant 10 minutes, aller te faire un café si c'est le matin, plier le linge et cetera ou même, voilà, rien faire. Mais on veut pas utiliser d'écran, justement pour laisser le cerveau se mettre en mode reset pour repartir sur le prochain cycle de travail en étant en pleine forme. Et 3-4 minutes, ça peut vraiment faire la différence. Donc, les pauses, c'est pas de la fainéantise, c'est pas de la procrastination, c'est un vrai investissement pour le prochain cycle de travail, selon moi. Tu me donnes tellement envie d'acheter un tapis de marche. Alors je me sens coupable parce que j'ai la prom de Nice qui est littéralement à 50 mètres de chez moi et il me suffirait de voilà, mais juste de me dire: «Mais en fait faire genre 3 à 4 minutes de tapis de marche ou un call et en intérieur et cetera», ça me donne envie. C'est bientôt mon anniversaire, je vais me trouver une excuse. Non, mais en fait, tu sais pourquoi tu dis, «Ouais, j'ai la promenade des Anglais, juste en face»? En fait, c'est parce que c'est de la friction. Il y a trop de friction et c'est-à-dire que s'il y avait pas le tapis de marche, certainement, peut-être que tu marcherais pas. Parce que en fait, ça va te demander trop d'efforts. Ça va trop te coûter psychologiquement de descendre, de sortir de chez toi, d'aller marcher, de revenir. Dans ton emploi du temps qui est à 1000 à l'heure, je suppose, ça fit pas. Alors il y en a plein qui vont dire: «Oui, mais quand on veut, on peut et puis il faut trouver le temps». Ouais, mais des fois, on n'a pas envie de trouver le temps et on veut juste trouver la solution qui est la plus pratique et réaliste pour nous.
Et ben dans ces cas-là, retirer vraiment toute la friction. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Bah, ça va être un tapis de marche parce que ça me saoule de sortir, parce que j'ai pas que ça à faire. Là, j'ai une journée chargée, j'ai pas envie de sacrifier ma santé non plus, mais ni mon business d'aujourd'hui. Donc, je vais trouver l'option la plus pratique pour moi, un tapis de marche. Et voilà, en fait. Donc, c'est vraiment ça, c'est pour en remettre une couche sur trouvons ce qui fonctionne pour nous. Et puis, les conseils one size fits all, ça marche pas, en fait. Il faut trouver ce qui fonctionne parce qu'il y a tellement de trucs où, en fait, ça nous donne beaucoup de friction et en fait, on le fait une semaine et après ça lâche. Moi, c'est vraiment ce que j'apprends à mes clients, trouvez ce qui fonctionne pour vous, faites des tests. On a parlé beaucoup enfin beaucoup, on a commencé à aborder le sommeil, on a commencé à aborder aussi l'activité physique. Il y a un troisième pilier sur lequel j'ai envie de venir te chercher, de chercher tes bons conseils aussi, c'est l'alimentation. Alors, on pourrait faire des milliards d'heures de podcasts pour ne parler qu'alimentation à travers plein de biais. Tout à l'heure, tu me parlais de petit déjeuner protéiné. Est-ce qu'il y a une pratique, une habitude que tu penses que tout le monde devrait mettre en place et qui serait vraiment au service de meilleure énergie pendant la journée, plus de performance, moins de brouillard mental, plus de clarté et cetera? Ben oui, le petit déj protéiné, qu'on petit déj ou qu'on petit déj pas en fait, ou qu'on jeûne, tu vois? Mais le premier repas de la journée, sa composition, elle est fondamentale parce que c'est vraiment ça qui va dicter notre niveau d'énergie pour la journée. Moi, l'image que j'utilise un petit peu, c'est on voit notre corps un peu comme un feu de cheminée. Si on donne du sucre le matin avec le petit déjeuner traditionnel un peu français qui ressemble plus à un dessert qu'à un repas consistant, si on est honnête, c'est OK de se faire plaisir de temps en temps avec un petit brunch, des viennoiseries. Moi, je suis la première, tu vois? Mais je sais que ça va pas venir me servir trop, tu vois? Et en fait, le sucre, c'est comme si on donnait une feuille de papier au feu, tu vois? Il va être super content, ça va être consumé super rapidement et le feu, voilà, on va être content, ça va nous faire plaisir, ça va nous donner de l'énergie pendant peu de temps, mais on va en avoir. Sauf que la feuille de papier, elle se consume en, 3 secondes, tu vois? Et c'est un peu la même chose qui se passe avec le petit déj sucré. C'est-à-dire, c'est de l'énergie qui est disponible super rapidement, mais par contre, fiou, 2 heures après, tu as un crash assuré. Nous, ce qu'on veut plutôt mettre dans le feu, c'est une bûche, tu vois? Une bûche qui va prendre du temps à se consumer, qui va nourrir le feu lentement mais sûrement de manière constante, tu vois? Et ça, c'est vraiment le rôle des protéines le matin. Donc ça peut être soit, protéiné, en version, salée, soit sucré, en fait. Il ne s'agit pas de changer drastiquement les habitudes pour les gens qui peuvent pas du tout manger salé le matin. Ça peut être, voilà, du skyr avec, des fruits, des myrtilles qui est très bon pour la santé oculaire, par exemple. La myrtille, vraiment, c'est le fruit que tout le monde, devrait avoir, dans son frigo. C'est un antioxydant, C'est anti-inflammatoire, ouais. génial, ça c'est le fruit qui contient le plus d'antioxydants, polyphénols et cetera, donc ça, c'est top. Tu vois, ça peut être, voilà, yaourt grec, un petit peu de beurre d'amande, un petit peu de fruits coupés et cetera. Ça peut être des œufs, ça peut être du cottage cheese, ça peut être un petit peu de pain, au levain complet avec un petit peu de beurre. C'est vraiment, voilà, la composition du premier repas de la journée, elle est fondamentale. C'est vraiment ça qui va éviter que notre énergie soit, en fait, en montagne russe. Parce que ce qui se passe avec le petit déj sucré, c'est que, voilà, après les 2 heures, on a souvent le crash. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, tiens, je vais remanger du sucre, ça va me redonner un coup de fouet et cetera. Et ça, c'est un cercle vicieux qui peut aussi mener à une prise de poids, tu vois? Donc ça, vraiment, chez tous mes clients, je l'ai constaté dès qu'on est passé au petit déj protéiné, c'était, «Oh bah, j'ai pas faim». Enfin, je le prends à 7 heures, j'ai pas faim jusqu'à 12:00-13 heures, quoi. Ça, c'est fantastique pour la gestion du poids, la gestion de l'énergie, c'est top. J'adore parce que ça va être parfait pour ma seconde question qui était pas prévue, mais là, encore une fois, je te prends pour ma coach personnelle pour l'espace d'une heure. Je sais Génial. que perso, je suis de la team petit déj protéiné, que ce soit, sucré ou salé, genre j'alterne, voilà, c'est ça. J'alterne toujours, soit j'ai ma petite recette de smoothie avec, tout ce que tu as dit, des myrtilles, de la les protéines, des trucs comme ça trop bien, soit mon petit avocat au toast avec pareil, les choses qui fonctionnent bien. Donc généralement, le premier repas de la journée, moi, c'est nickel pour manger de manière saine, équilibrée et cetera. Le midi, j'arrive encore à me réguler et cetera. Arrivé le soir, Marceline, avec la fatigue de la journée, les déceptions, la fatigue émotionnelle, physique, mentale, l'énervement, tu qu'une envie. Moi, je suis une grosse mangeuse émotionnelle. J'ai envie de manger ma plâtrée de pâtes bolo, tu vois? On en parlait tout à l'heure. Ou quelque chose qui fait plaisir et cetera. Il y a autant de l'émotionnel que du besoin physiologique parce qu'il y a de la fatigue. Comment est-ce qu'on peut gérer ces situations-là? Déjà, est-ce que tu manges quelque chose entre le repas du midi et le soir? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais faim entre les repas pour le coup. OK. Parce que si ça avait été le cas, je t'aurais dit de, voilà, prendre une collation un petit peu protéinée parce que le corps, en fait, après des séances de travail intenses, comme je pense c'est le cas, tous les jours chez toi, c'est bien de redonner un petit peu de fuel au cerveau, tu vois? Ne serait-ce qu'un peu de skyr, un fruit ou quelque chose comme ça. La partie
Émotionnel, ça c'est une autre partie qui est hyper intéressante et que j'ai traité avec certains clients. C'est, ben, là on rentre un peu plus dans la psychologie, tu vois? Mais c'est déjà essayer de comprendre d'où ça vient, tu vois? Comprendre d'où ça vient et le truc un peu bullshit de: «Beh, prends une pomme» ou alors «essaie de te raisonner» et cetera. Il y a certains jours où on n'a pas envie. Donc déjà le but c'est de comprendre et OK, c'est quoi qui s'est passé aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, là, à l'instant T, je me sens frustrée, en colère et cetera. Donc déjà repérer les patterns qui font que je me sens comme ça. Ça va permettre d'identifier un peu l'émotion et après, ça va être de se dire: «Comment est-ce que je peux faire pour essayer de ne plus me mettre dans ce type de situation? Comment est-ce que je peux anticiper pour être moins dans» tu vois? Donc là, on sort un petit peu du spectre, alimentation et on est un peu plus sur la psychologie, mais ça fait aussi partie du truc et voilà, donc la faim émotionnelle, c'est pas quelque chose qui part comme ça. Vraiment, ça prend du temps, il y a beaucoup de travail de psychologie et puis, ça peut aussi venir de l'enfance, tu vois? Parce que, on en parlait, tout à l'heure, nos parents, en fait, nous transmettent un petit peu leur, peur de la nourriture ou leur peur de certains aliments, et cetera. Quand j'étais petite, c'était, «Tu finis ton assiette, il y a des enfants qui ont pas à manger», tu vois? Même si j'avais plus faim, mais du coup, même encore maintenant, je me force des fois à finir des assiettes alors que j'ai plus faim. Donc il y a aussi tous ces petits mini traumas qu'on a, de l'enfance. Mais du coup, pour revenir à ta question, comment gérer le soir? Je te dirais, essayer peut-être d'utiliser des aliments qui vont être peut-être plus intéressants d'un point de vue nutritionnel. C'est-à-dire, OK, grosse plâtrée de pâtes, comment est-ce que je peux rendre ça plaisant, mais quand même aligné avec mes objectifs? Ça va être ajouter plus de protéines à ton assiette, tu vois? Des pâtes, peut-être passer sur des pâtes complètes ou semi-complètes, ou des pâtes de pois chiches, ou des choses comme ça. Pimper un petit peu le truc pour que ce soit peut-être plus aligné avec tes objectifs santé et pas que tu te dises: «Mince, qu'est-ce que j'ai encore fait?» et cetera. Mais voilà, après, ça arrive en fait, moi je dis aussi, il faut dédramatiser, ça arrive d'avoir des journées chiantes où en fait, on a juste envie de lâcher la rampe pour un seul repas et c'est OK en fait. Justement, c'est notre réaction après un écart qui va dicter notre chance de réussite ou, d'échec dans notre quête de santé, tu vois? C'est OK, des fois, si tu as des journées qui sont très chargées où tu dis: «Bah non, ce soir, j'ai juste envie de manger ça», en fait. Donc quand tu y penses, essayer de faire quand même des assiettes qui sont complètes, bonnes pour toi avec, voilà, protéines, légumes, féculents peut-être un peu plus que d'habitude. Tu te diras que ça t'aidera à dormir dans tous les cas. Mais voilà, en tout cas, pas trop se prendre la tête et puis, sinon essayer de pimper un peu le repas et de le rendre un petit peu plus nutritionnel, quoi. Dans les conseils que tu m'as donnés, il y en a un qui me parle, c'est cette fameuse collation de 16 heures et je me dis: «Mais en fait, c'est vrai que j'ai pas faim». Généralement, aux alentours de 16 heures, je prends rarement le temps de faire une pause, mais peut-être que si je le faisais, j'aurais moins faim le soir, en tout cas moins de fatigue physiologique Exact. et ça m'aiderait à réguler et du coup, je prenais le problème en mode reverse engineering en me disant: «Bah oui, mais si j'ai pas faim à 16 heures, c'est peut-être que je mange un peu trop le midi». Ce qui est aussi possible et de me dire: «Bah, je peux réduire un petit peu les quantités le midi». Ça me demande pas d'effort ni émotionnel ni logistique pour pouvoir prendre avec plaisir ma collation à 16 heures et du coup, automatiquement réguler tout doucement sur le soir. Exactement, ça peut être en fait des tests, tu vois, que Mmh tu mh. fais. Moi pareil, j'avais des clients qui j'en avais un en particulier qui déjeunait jamais le matin. Pour lui, c'était inconcevable. Là maintenant, c'est un gars qui mange ses 2 œufs à la coque le matin avec son petit pain, son machin et là, c'est devenu sacré et en fait, en testant, il s'est créé le besoin. Alors ça veut pas dire, manger pour manger en fait, mais pareil, un autre client qui a remplacé le café de 16 heures par un fruit. Et maintenant, en fait, il se rend compte que, bah, c'est cool, ça me donne des vitamines, ça me cale un petit peu et du coup, faut pas vraiment attendre d'avoir ultra, ultra, ultra faim parce que c'est là où justement ça part en sucette, tu vois? Donc ça vaudrait le coup pour toi éventuellement d'essayer une petite collation 16-17 heures, ça dépend après à l'heure où tu manges et puis de voir comment tu te sens. Peut-être que justement le soir, tu vas être moins irrité, moins fatigué nerveusement, physiquement et ça va peut-être pallier un petit peu et faire en sorte que le soir, bah, tu peut-être envie de quantité un peu moindre, peut-être un peu moins de pâtes et cetera, tu vois? Donc des tests et essais. Moi, je dis, c'est vraiment comme ça, c'est pas moi qui ai la science infuse, c'est vraiment toi, qu'est-ce qui va fonctionner pour toi? J'adore et j'aime bien, que tu insistes autant sur le test and learn, dans le sens où on l'a dit, effectivement, il y a des règles de santé qui s'appliquent à tout le monde, mais on a tous aussi une physiologie très particulière et c'est pas parce que quelque chose marche pour quelqu'un que ça marchera pour tout le monde et il y a qu'une manière de le faire. Malheureusement, c'est pas la manière la plus rapide, facile, baguette magique qu'on aimerait, mais c'est effectivement de tester ce qui fonctionne pour nous et d'écouter, d'observer les réactions de notre corps. Ouais, mais ça, c'est un terme en plus, c'est la bio-individualité. Ce qui fonctionne pour soi, ne fonctionne pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de prendre sa santé en main rapidement parce que, plus tôt on trouve ce qui fonctionne pour nous et un truc important, c'est que on va changer aussi dans le temps.
J'imagine que, tu manges pas de la même manière que tu mangeais il y a 5 ans. Dans 5 ans, tu mangeras pas de la même manière qu'aujourd'hui, en fait. Donc c'est toujours intéressant d'être dans ce mindset de curiosité en mode: «Tiens, si j'essayais ça, tiens, si j'essayais ça» et cetera. Il y a que comme ça, en fait, qu'on va trouver ce qui fonctionne. J'adore, je suis fan. J'ai envie de maintenant t'amener sur le dernier pilier qu'on a déjà mentionné, qui est très souvent, corrélé, relié mentalement au biohacking, qui est celui de la micronutrition avec la prise de compléments, que ce soit, magnésium, fer, sodium, iode, que sais-je, ou des choses un petit peu plus complexes. Toi, quel est ton avis là-dessus? Il y en a de plus en plus des compléments, alimentaires, c'est devenu un petit peu la mode et cetera. Je trouve ça c'est bien dans certains cas, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avant. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'aliments, en fait, qui peuvent déjà enfin, par la nourriture, on peut déjà combler beaucoup de besoins. C'est-à-dire, par exemple, l'oméga 3, c'est un complément alimentaire qui coûte cher quand même, comme, bon, tous les compléments, mais celui-là est particulièrement cher. Bah, déjà, en mangeant des petits poissons, en fait, en conserve, tout ce qui va être, sardines, maquereaux, 2 à 3 fois par semaine, en fait, les besoins, ils sont couverts. Tu vois? Donc déjà, un complément à prendre en moins. Si on a une alimentation qui est variée, qui est colorée, moi, ce que je dis toujours, c'est essayer d'avoir, l'arc-en-ciel dans son assiette. On veut avoir une grande variété de légumes, de fruits, plein de couleurs en fait, parce que chaque couleur est associée à des bienfaits. Donc le orange, le bleu, le jaune, tout ça, c'est bien d'avoir cette complémentarité dans l'assiette. Pareil, ça permet de faire le plein de vitamines, tu vois? Donc déjà, on pourrait se dire: «La multivitamine, on n'en a plus besoin», tu vois? Mais pour ça, en fait, il faut du coup être rigoureux quand même sur son alimentation. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange très mal et qui pense qu'il va être le king du biohacking, parce qu'il a passé une commande de 100 balles sur un site de compléments alimentaires, non, en fait. Je pense qu'il y a 99 des choses qui peuvent être atteintes par l'alimentation. Après, ça peut être intéressant par des bilans sanguins, des choses comme ça, de voir ce qui peut manquer. Mais là, je pense encore des fois, on le prend un petit peu à la légère. Mais des fois, un surdosage, de zinc, par exemple, quelqu'un qui se dit: «Je vais prendre du zinc», alors qu'en fait ses taux, ils sont bien, bah, ça peut être dangereux aussi dans certains cas, en fait, pas pour certaines personnes. Donc oui, les compléments, c'est très à la mode et j'ai l'impression que les barrières à l'entrée sont de moins en moins élevées. Donc c'est bien, mais en même temps, il faut faire attention, tu vois? Je pense que si on veut des compléments, allons en profondeur des choses, faisons un bilan sanguin pour voir vraiment s'il y a des manquements, et cetera. Là, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que croire que tout peut être réglé avec les compléments, non, non, je pense pas. Et est-ce qu'il y aurait je t'avoue, j'ai 1 ou 2 petites idées en tête, mais est-ce qu'il y aurait des compléments où tu te dis à 90-95, c'est OK de le prendre parce que 90 ou 95 de la population française ou occidentale en manque? Sans évidemment, alors petit disclaimer, faire des recommandations de santé dans ce podcast, bien sûr, mais voilà, des choses qui sont très démocratisées et plutôt bien accueillies. Tout ce qui va être magnésium, c'est cool. Enfin, moi, je sais que personnellement, ça m'aide à dormir. Je prends, 2 petites gélules le soir sous forme bisglycinate, par exemple. Donc magnésium, ça, c'est chouette. Vitamine D aussi, surtout quand on est dans des longues périodes d'hiver. C'est les 2 que j'avais en tête, c'est parfait. Là, il commence à faire un petit peu plus beau, donc ça va. Moi, j'habitais au Mexique pendant 4 ans, donc j'en avais vraiment pas besoin. Mais voilà, magnésium, vitamine D, éventuellement des multivitamines, mais encore une fois, ça dépend de son alimentation, quoi. Mais ouais, c'est ce que je dirais. C'est à peu près ce que j'avais en tête. Encore une fois, évidemment, l'idée, c'est pas de faire des recommandations comme ça. Je t'entendais parler de bilan sanguin. Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'on a le droit d'aller voir notre généraliste et de dire: «Je veux des bilans sanguins de toutes les vitamines slash minéraux et cetera», pour ensuite voir où ce serait intéressant de se complémenter? Ben, j'aimerais bien, je pense que c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça. Des fois, certains alors je généralise pas, hein, mais certains médecins vont dire: «Oh non, mais vous vu votre âge, vous avez pas besoin de checker ça, hein, ça doit être bon». Mais le médecin, il travaille pour nous, en fait. C'est-à-dire que si j'ai envie de tester telle ou telle chose pour voir, laissez-moi faire. Alors je sais qu'aussi on est avec, tu vois, sécurité sociale et cetera, il faut pas abuser non plus. Mais si par exemple, je me dis: «Bah, moi je suis prête à payer de ma poche pour avoir des tests extensifs et cetera et vraiment avoir une vue d'ensemble», go, tu vois? Je vais payer de ma poche, il y a pas de problème. Quand j'étais au Mexique, c'était génial parce qu'il y a un centre qui est, c'est une chaîne, mais c'est là où tu peux faire toute une batterie de tests et en fait, il y a pas vraiment de sécurité sociale là-bas. Enfin, en plus, quand tu es étranger, tu payes de ta poche et en fait, tu choisis, à la carte, en fait, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tu rentres et puis il y a à la carte, donc moi, je voulais le pack, thyroïde, le pack, complet, le pack, tout ça.
c'était pas très cher, hein, c'était 57 € pour avoir, des résultats sur 3 pages de vraiment tous les marqueurs de santé, donc c'était, génial. Mais en fait, c'est moi qui choisissais. Est-ce que vous pouvez me rajouter ça, ça, ça? Et j'aimerais qu'en France, ce soit aussi possible. Je pense dans les labos privés, c'est possible. Après, c'est OK aussi de forcer un petit peu avec son médecin en mode: «Voilà, moi, j'aimerais que qu'on vérifie quand même ces taux. Je sais que je suis peut-être pas, dans l'âge où il faut s'en inquiéter, mais voilà, j'ai envie de prendre ma santé en main, j'ai envie d'être au courant de ce qui se passe et donc voilà, ça, j'aimerais que ça se passe, mais j'ai l'impression que c'est encore, enfin, faut vraiment faire le forcing et des fois même, il y a des médecins qui veulent pas, quoi. Donc pas tous, hein, mais j'ai entendu certains trucs «Bah non, mon médecin, il trouve que c'est pas utile, quoi». Oui, on reste les maîtres de notre propre corps. J'ai jamais testé, mais ça fait partie de mes gros objectifs. Dans mon réseau, on m'a beaucoup parlé aussi de la médecine fonctionnelle, qui malheureusement n'est pas remboursée par la Sécu, mais qui sert à ça en fait. C'est qu'on te fait passer une batterie de tests, mais tous les tests possibles, imaginables. Et ensuite, il y a un médecin qui est formé à ça, qui nous accompagne dans comprendre comment fonctionne notre bio-individualité et comment s'en occuper et la rendre la plus efficiente possible. Ouais, médecine fonctionnelle, moi, je l'ai découvert, quand j'étais, au Canada, donc en 2017 à 2020. Parce que moi, j'ai longtemps été malade. En fait, pendant des années, j'ai eu beaucoup d'inflammations, j'avais le syndrome des intestins irritables, j'avais beaucoup d'acné, j'arrivais pas à perdre de poids et j'avais un peu perdu espoir, je me suis dit: «Bon, ben, j'ai 20 ans, mais je suis dans le corps d'une mamie, quoi», parce que j'étais tout le temps fatiguée et cetera. Et c'est là où, en fait, j'ai découvert, voilà, en Amérique du Nord, médecine fonctionnelle qui est très en avance, c'est assez normal, en fait, là-bas. Et en fait, à l'époque, j'étais aussi végétarienne, donc c'était un régime qui convient à beaucoup de personnes. Personnellement, encore une fois, bio-individualité, moi, ça m'allait pas. J'étais en très mauvaise santé, tout ce que je mangeais me rendait malade. Donc en fait, j'étais un peu au bout de mes pompes et en fait, c'est en lisant des livres de médecine fonctionnelle que je me suis rendu compte: OK, c'est quoi la cause de tout ça? C'est parce que c'est ça la médecine fonctionnelle, c'est pas comme la médecine traditionnelle ou conventionnelle où en fait on traite et en fait le truc va revenir parce qu'on n'a pas été en profondeur. Et la médecine fonctionnelle, c'est aller à la racine du mal et voir pourquoi on est comme ça de base. Et je me suis rendu compte que moi, c'était mon alimentation qui était, pas du tout adaptée à moi et donc c'est au moment où j'ai commencé à remanger tout, que je suis repassée omnivore, que je me suis rendu compte que, bah, voilà, tout de suite, j'avais perdu du poids, l'acné était parti, j'avais plus mes problèmes d'estomac et cetera. Donc médecine fonctionnelle, je trouve que elle doit travailler main dans la main avec la médecine conventionnelle. Parce qu'il y a des choses qui peuvent pas être réglées en médecine fonctionnelle, hein, toutes les pathologies lourdes, cancer et cetera. Absolument qu'il faut la médecine conventionnelle. On a besoin de médicaments, on a besoin d'être opéré, des choses comme ça. Mais tout le côté préventif de la médecine fonctionnelle, c'est génial en fait. Et c'est vrai que très souvent, on a des gens, bah moi j'ai la première, hein, c'est dans votre tête, vous avez pas vraiment mal, et puis bah on trouve pas. Et donc bah, prenez des gouttes parce que vous êtes stressé. Bah oui, mais je suis stressée parce que personne me dit d'où ça vient. Et tu vois, donc vraiment, il y en a pas une qui doit être plus que l'autre. Je pense que si un jour on arrive dans un monde où médecine fonctionnelle, médecine conventionnelle travaillent en accord, c'est génial parce qu'on a le côté préventif et le côté curatif. Et puis ça permettrait de faire énormément d'économies aussi, je pense, parce qu'on aurait moins de maladies, on aurait moins de pathologies, maladies métaboliques, ou cancer, Alzheimer, diabète, etc. Donc médecine fonctionnelle, je suis une grande fan. Bon endroit aussi pour démarrer son parcours de connaissance de soi avec toutes les prises de sang, les analyses qui vont bien, et dont on parle dans cet épisode de podcast. Moi, je pense que je serais une grande fan aussi. Encore une fois, j'ai pas encore testé, mais ça fait partie de ma wishlist des prochains mois. Non, mais justement, il y a le fondateur de Spotify qui vient de lancer une clinique préventive qui s'appelle Neko Health, qui est à Londres, en Suède, il me semble. Et justement, c'est toute une batterie de tests propulsée à l'IA. Et en fait, c'est une prise de sang 15 minutes et en fait, après tu as tout alors je sais plus combien de milliers de marqueurs sont analysés. Il y a aussi, toute, l'examination de tes grains de beauté et cetera. C'est vraiment un check-up complet, mais en 15 minutes et après tu passes avec un médecin et cetera et ça, c'est vraiment canon et je pense que c'est vraiment le futur de la médecine, des choses comme ça. Parce qu'on est vraiment sur le côté préventif et ce qu'il disait, je me souviens plus très bien, mais qu'il y a plein de gens qui sont passés par Neko Health qui, se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient, qu'ils étaient très à risque sur des maladies métaboliques et cetera et que par le fait que ça a été capté à temps par, l'entreprise, ben, c'est des gens qui ont pu rapidement mettre en place des traitements, des choses comme ça. Mais si toi tu es fan de justement de santé, prendre soin de toi, côté préventif, Neko Health, la liste d'attente est un peu longue là, mais ça marche très bien apparemment.
Bah, écoute, trop bien, j'irai regarder, je mettrai évidemment le lien en description et j'irai me renseigner avec grand plaisir. Du coup, Marceline, j'aurais encore des milliards de questions à te poser, mais pour le bien de ce podcast, on va réduire un petit peu. J'ai une dernière question pour toi qui va un peu nous servir de wrap-up, de conclusion. On a cité beaucoup de choses, beaucoup de conseils. Merci d'avoir rendu ça aussi concret et aussi actionnable. On est parti un peu loin parfois. Si nos auditeurs ne devaient retenir que 3 habitudes à mettre en place dès aujourd'hui, lesquelles est-ce que tu recommanderais pour vraiment avoir un impact maximum en termes d'énergie, de performance et de bien-être? Des protéines à chaque repas pour contrôle de la satiété, du poids, de l'énergie. Très important, à commencer par le premier repas de la journée. Viser au moins 7 heures de sommeil par nuit. C'est pas 7 heures dans le lit, c'est 7 heures de sommeil. C'est ça, ça compte pas. Parce qu'on met quand même du temps à s'endormir et cetera. On peut garder le compte avec, un appareil, donc un appareil de tracking, soit Oura Ring, soit le bracelet Whoop, soit la Apple Watch. Donc voilà, sommeil très important aussi, des protéines à chaque repas et puis, je dirais garder en tête aussi de bouger chaque jour, soit par le sport, soit par, le NEAT justement. Trouver n'importe quelle opportunité pour bouger au quotidien. Vraiment être le plus souvent possible hors de sa chaise. Vraiment trouver trouver n'importe quelle, petite occasion pour bouger. Votre dos, votre corps entier vous remerciera, votre productivité aussi vous remerciera. Prendre des pauses justement et pendant ces pauses, bouger. Je pourrais en faire plus que 3, mais il faut qu'on reste court. Mais je dirais que c'est ces principaux-là et puis en plus on touche aux 3 piliers de santé, sommeil, alimentation, mouvement donc je pense que c'est pas mal complet. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci énormément aussi, bah, bon, encore une fois, pour tous les conseils. Puis je trouve que tu as rendu ça très accessible et pas très culpabilisant. On se dit pas, «Oh là là, il va encore falloir que je fasse, 1000 choses en plus dans mon quotidien déjà très chargé». C'est ça mon message, rendre hyper actionnable, hyper justement, qu'est-ce que je peux mettre en place, demain ou dès que j'ai terminé d'écouter ce podcast? Voilà, des choses simples en fait. Génial. Pour toutes les personnes qui voudraient te contacter pour, réagir, entrer en contact avec toi, bosser avec toi aussi potentiellement, est-ce que tu peux nous dire, un, où te retrouver, enfin ton canal de communication privilégié et 2, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors on peut me retrouver sur Insta et sur LinkedIn. LinkedIn, je suis pas mal présente tous les jours et puis, comment travailler avec moi? Ben, en fait, voilà, moi ce que je propose, c'est un accompagnement de, 3 mois avec, des entrepreneurs. Donc où justement on va travailler, vraiment tous les piliers de santé pour se créer une hygiène de vie, réaliste, durable, kiffante et qui nous permet d'être en bonne santé pendant longtemps. Ah génial. Bah, je mettrai le lien de ton Instagram et ton LinkedIn, dans la description de cet épisode, bien sûr et puis du coup, n'hésitez pas à prendre contact avec Marceline si vous voulez en savoir plus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Aline, c'était top. Avec plaisir, à très vite.